et que Serge va introduire. J'ai le plaisir de laisser parler Isabelle Auzet, Madame le Général ou la Générale, je ne sais pas, Auzet, Madame Auzet, qui nous a déjà fait une présentation magnifique à Strasbourg. Alors pour ceux qui ne l'ont pas entendu, vous allez voir, c'est très sympathique. Merci mon général. On dit ma général alors dans ce cas? On dit général. Général pour simplifier. Simplifier. Mon est un raccourci de monsieur, donc on ne peut pas dire ma général, ce ne serait pas correct. Donc on dit général pour ne... Ah voilà. Voilà, c'est le langage militaire. Voilà, merci. Merci général. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames les académiciennes, Messieurs les académiciens, écoutez, j'ai le plaisir de vous parler des femmes chirurgiens militaires. Et je ne voudrais pas dire que ça a été extraordinairement facile pour nous, comparé à ce que je viens d'entendre, mais finalement, appartenant à un corps d'État, le législateur a sévi, et donc finalement les choses se sont passées. La chirurgie militaire s'exerce soit dans des hôpitaux de campagne, et là je vous ai mis le plus luxueux d'entre eux qui était celui de Kaboul, soit dans des hôpitaux militaires qui furent au nombre de 9, et le dernier que j'ai quitté à Toulon. L'évolution de la chirurgie militaire et des femmes en médecine, l'oratrice précédente les a bien décrites, et je voulais justement vous parler de cette femme chirurgien qui a accompagné Saint-Louis pendant les croisades. Pour arriver au temps moderne, on peut dire que c'est Louis XIV qui a structuré la médecine et la chirurgie militaire, et que les guerres suivantes, en particulier napoléonienne, la Révolution française, l'Indochine, jusqu'à la guerre du Golfe, nous ont amené à structurer ce qui est aujourd'hui la médecine militaire en France, mais également dans les autres pays occidentaux. Sous Napoléon, enfin sous Louis XIV et sous Napoléon, est apparue la nécessité d'avoir un service de santé des armées, la nécessité d'avoir une école pour former les élèves et des hôpitaux militaires. Certains d'entre nous, de mes anciens chirurgiens, ont également permis, puisqu'ils exerçaient sur les théâtres de guerre, de faire avancer la médecine sur des prises en charge et la chirurgie, par des prises en charge tant en infectiologie qu'en traumatologie. Valérie André, pour la petite histoire, a été le premier médecin général inspecteur de l'armée française, et elle était médecin généraliste. En fait, la féminisation des écoles militaires s'est faite très simplement par la loi. Polytechnique, comme a été la première école militaire féminisée, les 2 écoles du service de santé les années suivantes, avec un quota pour les filles. Actuellement, il n'y a plus de quota sur aucune école. Polytechnique est féminisée à 17%, et les écoles de santé, enfin, l'école de santé restante est féminisée à 50% sans quota. Ça tourne autour de 50% de filles. Par là même, les spécialités militaires se sont également largement féminisées. Pour être chirurgien militaire et chirurgien militaire féminin, il faut avoir 3 vocations. La chirurgie, bien évidemment. Il faut vouloir être militaire et il faut vouloir travailler à l'hôpital, puisque la chirurgie peut s'exercer dans le privé. Et nous l'exerçons exclusivement à l'hôpital, avec toutes les règles que vous connaissez bien de la vie hospitalière, les avantages et les inconvénients. Les seuls qui peuvent exercer un secteur privé sont les réservistes et certaines engagées tardives qui ont une expérience du privé. Pour être chirurgien militaire, il faut avoir, comme pour vous, une vraie vocation, une véritable envie, un véritable sens de la camaraderie et de l'esprit de corps et de la solidarité qui sera cultivé au fil de nos exercices sur les 3 sites, dans les 3 grandes idées que je viens de décrire. Et il faut avoir quelque chose que vous avez dit, mais pas comme ça. Il faut avoir une énorme confiance, pas forcément en soi, mais en la vie et les autres, puisqu'à 24 ans, on se met dans une misère absolument extraordinaire qui va nous faire mener de front ses passions et des vies de femmes. Les écoles militaires ont un mode de fonctionnement basé sur la formation. Et la formation nous amène à cultiver cette confiance en soi et le sens du collectif. C'est en fait tout travail à nous faire aller dans le même esprit et dans les mêmes valeurs. Mais pour faire un médecin militaire sur le terrain, ou un médecin militaire généraliste d'ailleurs, il y a des formations spécifiques, des modules pendant les études de médecine, pendant nos DES, les FST classiques, situation de guerre et de catastrophe. Un interne ne sera validé chirurgien militaire que s'il a fait un stage sur un terrain d'intervention. Et tout au long de sa formation, il bénéficie de formations supplémentaires à la médecine en situation exceptionnelle. Il y en a certains aspects qui sont très particuliers, qu'on ne retrouve pas dans le civil, que sont le travail en multinational. Là, vous voyez une photo en haut de l'hôpital militaire de Kaboul où il y avait plusieurs nationalités, des Allemands,
des Bulgares, des Espagnols, dans un hôpital donc, sous commandement français. Le camp était espagnol, sous un commandement américain. Donc ça demande une capacité à travailler à plusieurs, en plusieurs langues, avec plusieurs cultures. Et il faut être capable également de faire un bon militaire, donc de savoir se mettre en situation de guerre. Toutes ces formations amènent à nous faire faire une chirurgie très différente de celle qu'on fait d'habitude en France, qui est une chirurgie qui n'est pas la chirurgie générale, qui est quand même un petit peu centrée sur notre spécialité, mais qui s'exerce avec des moyens dégradés, même si on peut avoir de beaux blocs opératoires, comme on en avait à Kaboul. Et aujourd'hui, les jeunes partent en mission extérieure, soutenus par de la radiologie, un scanner, voire une IRM. Initialement, comme Sylvain peut le voir, nous avions des tentes qui hébergeaient du matériel qui rentrait dans un hélicoptère ou dans un avion dans des caisses. On doit être formé à l'ensemble. Et les activités que nous réalisons sont centrées sur la prise en charge des blessés, puisque la philosophie de notre travail est de sauver la vie, sauver la fonction, sauver le membre et de pouvoir préparer le patient à l'évacuation. S'il s'agit d'un patient de l'armée française. Une autre partie de notre métier, là où les femmes doivent peut-être un petit peu se protéger, c'est l'aide aux populations, qui permet de rendre service aux populations, de souder les équipes. La grande limite de ce travail, c'est le surinvestissement affectif et ce qui est important pour nous, la surconsommation de matériel technique. Pour rappeler quand même que les femmes, les hommes chirurgiens ne seraient rien sans les IBOD, j'ai mis une photo de notre IBOD historique, Juliette Adjamena. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une spécificité féminine ou est-ce que la spécificité féminine pose quelque chose pour être chirurgien militaire? Maman part en OPEX, c'est vrai, mais papa garde l'enfant quand même, enfin, souvent. Et quand papa part en OPEX, maman garde l'enfant. Voilà. C'est pour les enfants, nos enfants, qu'on soit hommes ou femmes, ça reste quelque chose de particulier de nous voir partir. Et voilà. Ils adhèrent ou ils adhèrent pas. Alors, y a-t-il des difficultés spécifiques aux femmes dans le service de santé des armées pour un chirurgien militaire? Je vous dirais que oui, mais pas plus. Pas plus que ce que vous avez rencontré, parce qu'il y a de nombreux garde-fous. L'institution militaire est un cadre rigide, mais grand, qui permet les différences et qui oblige. Et par ailleurs, comme je vous l'ai dit, notre formation est basée, ou plutôt met une grande dose de camaraderie, de confiance et de bons rapports entre nous. Ces opérations extérieures qu'on réalise créent des liens très forts entre nous. Et finalement, ces exigences de disponibilité, la tolérance des absents longues, sont des choses qu'on partage avec les hommes et quelquefois avec les épouses des hommes. Ce qui pose problème dans ces départs en mission fréquents, surtout en début de carrière, c'est en fait comment ça se passe. Mais on a les mêmes problèmes, hommes et femmes. Il y a deux choses qui posent un vrai problème pour les filles. C'est le regard que les autres ont sur elles, que vous avez peut-être moins en secteur civil. C'est-à-dire, comment ça, tu es chirurgien militaire, comment ça, tu pars en opération extérieure et tu laisses tes enfants. C'est peut-être encore plus difficile pour nos camarades réservistes, même si elles ont de grands enfants. Et la place de la maternité, qui a été évoquée au fil de l'eau, qu'on partage, que nous, on connaît bien pour les partager avec les officiers féminins issus de Saint-Cyr, que vous avez pendant vos concours, que nous, on retrouve. C'est-à-dire, comment fait-on pour pouvoir être formé de bonne manière? Comment fait-on pour remplir notre devoir de chirurgien militaire? Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que de toute façon, c'est pas on le fait ou on le fait pas. C'est-à-dire que si on ne peut pas, si ce n'est pas dans nos possibilités, en général, on quitte l'institution. Et donc, comment on fait entre deux concours pour trouver la place à la maternité? Surtout qu'en plus, ou ce qui est bien normal d'ailleurs, on partage sur la même carrière, nos opérations extérieures et notre vie à l'hôpital. Et les hôpitaux militaires sont, comme ça a été décrit précédemment, des structures avec des petites équipes, ou pas très grosses équipes, des gardes très répétés, et donc des difficultés sur ce sujet. Donc en fait, on a la maternité, le problème des concours, exactement comme les civils. Quelle place pour les chirurgiens militaires féminins? Je vous dirais toutes.
Le cadre nous donne une structure qui nous rassure. L'institution militaire nous soutient, c'est-à-dire que les militaires, on leur a dit il y aura des femmes chirurgiens, ils ont dit bon, d'accord. Et finalement, les choses se sont passées comme ça et assez simplement. Ce qui pose des questions pour une femme chirurgien, c'est la disponibilité opérationnelle et la vie à l'hôpital. Et ça, sujet que vous connaissez bien. On commence à avoir le même problème qu'en gynéco, parce que finalement, les 50% de filles qui sont à l'entrée, ben, ça donne 50% de spécialistes, hein, dans beaucoup de spécialités. Et il y a des spécialités chirurgicales différentes de l'orthopédie et de la chirurgie viscérale, comme l'ORL, comme l'ophtalmo, qui sont des chirurgies extrêmement projetables, puisque beaucoup de plaies du militaire aujourd'hui sont des plaies de la face. Ce sont des spécialités qui sont très sollicitées sur des petites antennes chirurgicales particulières. Et en fait, aujourd'hui, ce sont beaucoup de jeunes femmes qui partent sur ces modules de chirurgie vitaux. Aujourd'hui, les femmes formées sont encore un petit nombre, mais on arrive également sur des chiffres qui ne poseront peut-être pas de problème, mais qui interrogent. Je pense que les femmes chirurgiens sont bien dans l'institution militaire, puisqu'il y a plus d'engagés tardifs, c'est-à-dire études faites, qui soient des femmes que des hommes. Comme je vous le disais, cette place de la femme en chirurgie s'est normalisée. On voit ici la relève de 2 spécialistes ORL sur le module de chirurgie vitale et d'un jeune chirurgien qui est mis en avant par l'état-major des armées au Tchad. Et si l'état-major des armées l'appelle par son prénom, c'est seulement parce qu'on appelle les militaires par leur prénom pour ne pas mettre en danger leur famille. Voilà, je vous remercie. Merci de l'attention. Général, merci beaucoup pour cette intervention remarquable. Je signale que le 28 novembre, notre académie organise les rencontres internationales de la chirurgie francophone sur le thème des grandes urgences vitales, des grandes situations de catastrophe avec les circonstances militaires, terrorisme et catastrophes naturelles. Et donc le service de santé des armées sera particulièrement présent lors de cette réunion le 28 novembre ici. Venez nombreux parce que c'est une réunion absolument extraordinaire, très importante pour la préparation de l'ensemble des personnels de santé à des occurrences qui peuvent arriver demain, peut-être lors des Jeux Olympiques à Paris. Rien, on préfère ne pas prédire ça, mais il faut se préparer à anticiper ce genre de situation. Et donc c'est un problème de culture de l'ensemble des professionnels de santé qui est en place et on bénéficiera gravement de l'expertise des collègues militaires et du service de santé des armées pour nous expliquer tout ceci. Et Isabelle sera présente parmi, et Catherine Larvieux également, donc et bien d'autres. Merci beaucoup. Des questions? Juste, merci beaucoup Isabelle pour ton toujours super topo. Et je voulais rebondir sur ce que tu as dit par rapport à le sentiment, on va dire, de sécurité des femmes. Moi, en tant que réserviste, et également, je suis responsable national de la FST chirurgie de guerre et de catastrophe. Et on a également lancé là le processus cadet, hein, qui permet à des jeunes d'avoir un avant-goût de la vie militaire. Donc, c'est des cadets de médecine. Ça va commencer à partir du 2e cycle. Peut-être parce qu'une grande partie des instances militaires qui s'en occupent généraux sont des générales. Peut-être aussi parce que les filles ont éprouvé l'idée qu'elles allaient avoir une certaine reconnaissance là-dedans. Et on a eu la grande surprise, là actuellement on est à moite-moite, donc 50% de jeunes qui sont en fait précocement un petit peu engagés. Hein. Ils vont faire les formations militaires, les ramper dans la boue, apprendre un petit peu à se comporter en situation de guerre et de catastrophe. Et beaucoup de filles sont venues me voir en fait, puisque j'étais aussi la référente civile dessus, en me demandant comment ça allait se passer, et avec cette idée qu'elles allaient être d'égal à égal, parce que c'est aussi ça en antenne, hein. Il n'y a plus les enfants, il n'y a plus le mari, il n'y a plus la famille, on ne dit pas qu'on est une femme, on est juste de 4 personnes en général, 1 ou 2 chirurgiens, un anesthésiste, un infirmier, une infirmière, et puis on est ce qu'on est, quoi. Et c'est aussi un peu, je pense, un désir des femmes de ne pas toujours avoir à revendiquer ou à expliquer qu'elles sont une femme, mais juste avoir un rôle assigné et qu'elles pensent trouver, qu'elles trouvent, que j'ai trouvé moi personnellement, en tout cas dans l'armée. Ce que je voulais ajouter tout à l'heure, je sais pas, à la communication précédente, c'est que quand on a une jeune femme spécialiste qui arrive dans un service de chirurgie,
on est si peu, enfin ils sont, parce que moi j'ai quitté l'institution il y a 4 ans, je ne parle pas de l'institution, mais ils sont si peu nombreux que de toute façon la personne nouvelle qui arrive, on la protège. On la protège parce que c'est une denrée rare, c'est une denrée qui va travailler, qui prendra la garde, qui ira en opération extérieure. Et finalement que ce soit une fille, un garçon, un mouton à 5 pattes, et ben de toute façon on va essayer d'en tirer le meilleur pour pouvoir faire quelque chose avec et que le service avance. Et je pense que c'est cette absence de choix qui peut paraître restrictif ouvre en fait beaucoup de portes. Sybille Faca, prendre la parole. Merci. Oui, merci. J'avais une question parce que vous parliez donc de la maternité, de la grossesse. Alors, ce que nous, on n'a pas dans le civil, c'est vos missions. Est-ce que les femmes qui sont médecins enceintes peuvent partir quand même en mission ou pas? Et est-ce que si elles découvrent qu'elles sont enceintes pendant une mission, est-ce qu'elles sont rapatriées? Alors, non, au premier item, bien sûr que non. Dans le bilan d'aptitude, on passe un test de grossesse jusqu'à un âge assez avancé, parce qu'ils étaient dans le doute pour moi jusqu'à la fin. Et quand on découvre une grossesse, sur le théâtre, le militaire normal peut être rapatrié. Ça dépend un peu de comment elle se sent, en fait. Si elle est enceinte de 15 jours, elle pourra peut-être finir la mission sans problème. Ça dépend vraiment de comment elle se sent. En tout cas, ce qui prime, c'est la mission. Il est bien évident que si elle est au nord du Mali, au milieu de nulle part, et qu'on compte sur sa réactivité permanente, son devoir est de rentrer. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Merci. D'autres questions? Non. Claude. Alain Sodel. Oui, Laurent Sodel, orthopédiste. Laurent Sodel. Moi, j'avais une petite question. Il y a un âge limite pour les OPEX, non? Vous avez un âge limite? Il n'y a pas d'âge limite? On peut même partir en OPEX en étant réserviste, donc jusqu'à 67 ans, je crois. Ah oui, d'accord. Non, parce que je faisais le parallèle avec, j'imaginais, les ballerines de l'opéra. Vous savez que les ballerines de l'opéra, pour en avoir soigné quelques-unes, elles ont un âge limite pour faire des gamins. C'est-à-dire qu'elles ne font jamais de gamins avant leur retraite qui tombe autour de 39-40 ans. Là, donc je faisais cette réflexion-là. Il n'y a pas d'âge limite pour les opérations extérieures, mais on n'envoie pas quelqu'un de plus de 60 ans sur n'importe quel théâtre quand même, parce qu'il y a certains théâtres qui sont des vrais théâtres de guerre, sauf les plus dynamiques. Et pour nous, non, enfin, on est tout à fait libre il n'y a pas de questions sur la grossesse. On se pose les mêmes questions que toutes les femmes chirurgiens, c'est-à-dire, est-ce qu'une grossesse pendant mon internat va nuire à la qualité de ma formation? Est-ce que ça m'empêchera d'avoir le bon stage? Et ça paraît ridicule 30 ans après de se poser cette question-là, mais on se la pose dans l'action. Et puis après, comment on peut gérer ça par rapport à sa carrière, sachant qu'une grossesse introduit une part d'impondérable dans l'existence, c'est-à-dire la grossesse elle-même, le bébé, comment il va aller, comment ça va se gérer. Et on sait que là, aujourd'hui, élever un enfant reste un sport collectif avec toute la famille. J'avais une deuxième petite question. J'ai eu je crois, 5 ou 6 stagiaires, dont internes, qui étaient des militaires. C'était toujours des hommes. Alors, c'était en orthopédie. Alors, est-ce qu'il y a une spécialité... Vous n'avez pas eu la chance de m'avoir. Voilà, j'ai pas eu la chance de vous avoir d'abord. Et ensuite, est-ce qu'il y a des spécialités plutôt réservées aux militaires, aux chirurgiens militaires femmes? Pas du tout, non. La première d'entre elles a choisi chirurgie viscérale. Moi, j'étais la deuxième, j'ai choisi orthopédie. Il n'y a eu personne pendant une dizaine d'années. Et puis après, sont apparus les ophtalmos, les ORL. Et après, il y a eu des filles dans toutes les spécialités, dans toutes les spécialités, sauf peut-être moins en neurochirurgie. Mais il n'y a pas de restriction. Elles choisissent, elles sont tout à fait libres de choisir. Et pour l'instant, même s'il y a beaucoup de filles ORL et ophtalmos qui posent un problème pour la chirurgie tête et cou, pour autant, et le problème qui est posé n'est pas celui de la féminisation. C'est curieusement, et c'est dit par elles, c'est que finalement, quand elles se retrouvent trop de filles, ça va quand même poser un problème physique. Parce qu'il y a un moment donné où il faut porter, monter les tentes. Et donc là, pour celles qui sont les plus frêles d'entre nous, ça peut être un sujet. Merci beaucoup.